où est-ce qu'est la limite entre augmenter l'homme ou réparer l'homme. Plutôt que d'essayer de prévoir l'avenir, il faut apprendre à être flexible et à s'adapter. Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Laurent Lévy fait partie de ces entrepreneurs et chefs d'entreprise que je souhaite rencontrer, car en plus de réfléchir à la marge du monde, ils contribuent à créer le futur en se confrontant à la réalité du terrain pour tenter de donner vie à leurs idées. Laurent s'est mis en tête il y a des années d'essayer de révolutionner le traitement contre le cancer grâce à la technologie. Il est aujourd'hui à la tête de Nanobiotics, un des pionniers mondiaux d'une nouvelle discipline que l'on nomme nanomédecine. On parle de nanotechnologie donc, du futur de la santé, d'hommes augmentés et des promesses de la science en général. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc bienvenue sur Sismic. Donc c'est un podcast, je le rappelle, au travers duquel je cherche à comprendre en fait de quoi demain sera fait en allant à la rencontre de gens qui ont des points de vue différents selon leur discipline ou des points de vue différents sur le monde. Donc avec vous on va parler de science et plus particulièrement de médecine et de nanotechnologie et de recherche et d'innovation et tout ce qui va avec. Donc vous êtes le fondateur et le PDG de Nanobiotics, qui est une entreprise française cotée en bourse, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et qui, depuis une dizaine d'années, est un des pionniers et leaders en ce qu'on appelle la nanomédecine. Donc je vais arrêter là sur la présentation parce que c'est vraiment pas mon domaine. Donc on peut peut-être commencer par là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et ce qu'est la nanomédecine, comment ça marche, ce que c'est par rapport à la médecine traditionnelle? Alors la nanomédecine vient d'abord de la nanotechnologie, qui est la science de l'étude du petit. On dit qu'un nanomètre c'est 10-9 mètres, donc on est dans des dimensions qui sont petites et qui permettent de développer tout un tas de nouvelles choses. C'est finalement un concept qui est vieux, la nanotechnologie, mais qui est une science qui est relativement récente, puisque ça fait 20 ans qu'on commence vraiment à exploiter toute cette science, non seulement en médecine, mais aussi dans tout un tas d'autres industries. Et on trouve aujourd'hui des nanoparticules ou des nanotechnologies dans pratiquement la plupart des produits de consommation courante, mais aussi en médecine, où là on fait appel à des nouvelles propriétés de ces nanotechnologies qui permettent de développer de nouveaux produits avec de nouvelles applications qu'on ne peut pas faire par ailleurs. Donc la nano, on est de l'ordre de la taille d'une cellule ou d'une... Alors une cellule c'est plus gros qu'un nanomètre. Typiquement les nanoparticules, on dit qu'elles peuvent faire entre 2 nanomètres et 200-500 nanomètres. C'est à peu près la taille qu'on s'accorde à donner à la nanotechnologie. Et il y a quelque chose d'assez particulier. Si vous voulez regarder une particule de 50 nanomètres, vous prenez le diamètre d'un cheveu, vous le coupez en 3000 et là vous avez 50 nanomètres. Donc c'est à peu près la taille de ces objets. Et il y a quelque chose d'assez spécifique à la nanotechnologie et à la nanophysique, c'est que quand on change la taille de la matière, alors on arrive à obtenir des propriétés physiques qui vont évoluer. On peut obtenir avec un même matériau, en fonction de la taille que l'on utilise ou que l'on fait, des propriétés physiques qui vont complètement changer, des propriétés magnétiques, des propriétés optiques, des propriétés physico-chimiques. Il y a tout un tas de mondes à explorer dans cette nanotechnologie. C'est déjà, c'est assez récent en fait, où il y a déjà, parce que dit qu'il y a déjà beaucoup d'applications en fait qu'on trouve dans les produits grand public pour comprendre en fait, pour poser le contexte. Oui, en fait, on fait appel à toutes ces nouvelles propriétés et on voit très peu de nanotechnologie en tant que telle comme ça, parce que c'est tout petit. En revanche, c'est intégré dans tout un tas de produits. Dans quasiment chaque pneu de voiture, vous avez des nanoparticules de silice qui vont permettre, par exemple, de résoudre un des gros compromis ou un des gros problèmes des pneus, c'est qu'on voudrait des pneus qui soient solides, qui résistent longtemps à l'usure, mais qui soient suffisamment souples pour coller à la route. Et en rajoutant ces nanoparticules de silice à l'intérieur de ces pneus, on arrive à augmenter ces deux propriétés, alors qu'elles sont assez contradictoires. Mais on parle de pneus, il y en a aussi dans le papier, il y en a dans certaines raquettes de tennis, on en trouve dans les cadres de vélo, dans les yaourts, dans les revêtements de bière. On trouve de ces nanoparticules un petit peu partout aussi, donc déjà pas mal, sans le savoir. Ouais, enfin c'est pas la première source de nanoparticules qu'on absorbe. Quand vous buvez de l'eau, vous avez des nanoparticules dedans. Quand vous respirez l'air à l'extérieur, vous avez aussi des nanoparticules. Un des plus gros producteurs de nanoparticules du monde sont les volcans, qui fabriquent à travers les éruptions un nombre de particules absolument infini. Il y a des nanoparticules un peu naturelles ou qui viennent de la pollution, et puis il y a des nanoparticules qui ont des propriétés un peu comme des mini-robots, enfin des choses
desquelles on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir agir, donner des propriétés pour qu'elles agissent d'une certaine manière sur les éléments, non? Exactement. Donc en fonction des matériaux que l'on utilise, en fonction de la taille, on va pouvoir définir les fonctions que ces nanoparticules vont avoir. Ça fonctionne comment en fait? C'est comme des tout petits robots qu'on va pouvoir programmer, ou c'est des atomes qu'on assemble? Alors la vision d'un nanorobot ou d'un robot à l'échelle nanométrique, c'est un petit peu une vision de l'esprit, parce que souvent on n'a même pas besoin d'avoir un objet si compliqué qu'un nanorobot. Certaines fois, une particule composée de quelques milliers d'atomes que l'on assemble ont des fonctions simples, mais tout à fait efficaces pour faire ce qu'on a à faire. Dans beaucoup d'approches, il vaut mieux, plutôt que d'avoir un objet compliqué qui fait tout un tas de choses, avoir un objet plus simple qui va faire une fonction. C'est toujours plus simple à fabriquer, toujours plus simple à utiliser, et au moins on sait ce qu'on a entre les mains. Ces nanoparticules qu'on fabrique, de manière industrielle, et qu'on va mettre de manière volontaire dans un produit, ça fait combien de temps en fait qu'on fait ça? Ça fait un paquet d'années, hein. Même avant de le savoir, on utilisait des nanoparticules pour faire des colorants dans les verres, dans le maquillage, dans tout un tas de produits de consommation courante. D'accord. Sur la médecine, ça donne quoi du coup? Sur la médecine, en fait, on voit que si on prend l'exemple du cancer, qui est là où il y a le plus de nanotechnologie appliquée, on a vu d'abord dans l'historique du cancer que dans les années 50-60, on a vu l'apparition de la chimiothérapie. Donc, qui sont des molécules chimiques que l'on va utiliser pour essayer d'empoisonner la tumeur. Et ça a été la première vague de traitement à base de molécules efficaces contre le cancer. Après, évidemment, la chirurgie et la radiothérapie qui, elles, sont là depuis longtemps et qui sauvent beaucoup de patients. Et dans les années 80 à peu près, on a vu apparaître une nouvelle dimension qui n'est pas venue de l'industrie pharma, mais qui est venue d'une autre industrie qui s'appelle l'industrie de la biotech, où là on a fait intervenir des molécules biologiques qui ont permis de traiter le cancer d'une façon un peu différente, avec des outils plus ciblés, plus en relation avec la spécificité de certaines tumeurs ou en relation avec la spécificité des patients, et on a apporté une nouvelle vague d'innovation à l'intérieur de la pharma. Dans les années 2000, on a vu émerger là des premières nanotechnologies où on utilisait la capacité de ces tout petits objets pour encapsuler, pour attraper des molécules classiques, pharmaceutiques, pour pouvoir les délivrer mieux à l'intérieur du corps. En gros, quand vous avez une nanoparticule, si vous mettez des produits chimiques ou biologiques à l'intérieur, vous allez cacher ce produit à l'intérieur de cette bille, de cette nanobille, et vous allez pouvoir la distribuer différemment dans le corps. Donc vous éliminez une part de la toxicité, par exemple, et vous permettez à ces nanoparticules d'aller plus facilement à l'intérieur de la tumeur pour délivrer plus efficacement cette molécule. Donc il y a plus d'une quarantaine de produits qui ont été développés et mis sur le marché à partir de ces systèmes de délivrance contrôlés avec des nanoparticules. Donc ça permet de faire c'est-à-dire qu'on va prendre des molécules existantes qui vont dont on connaît déjà en fait les effets, mais on va être capable de cibler beaucoup mieux pour éviter essentiellement les effets secondaires ou avoir une concentration de l'actif beaucoup plus efficace. C'est ça. Donc c'est ce que fait Nanobiotics aujourd'hui? Pas du tout. Donc ça, c'était la première vague de nanotechnologie, de nanomédecine. Mais là, finalement, on ne faisait que supporter ou aider l'efficacité d'une molécule classique, d'un médicament classique. Donc la valeur est partagée entre l'approche biologique ou chimique et la partie nanoparticule qui va véhiculer ces molécules classiques. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est complètement affranchi de la partie biologique et chimique moléculaire, et la particule elle-même devient le principe actif. Et là, c'est l'aspect physique de la nanoparticule qui va aider à soigner le cancer. Je vais prendre un exemple tout simple, qui est pas celui qu'on développe, mais qui est aussi un autre exemple qui est assez parlant. Prenez par exemple des nanoparticules qui vont chauffer, ou même nos nanoparticules qui vont absorber des rayons X. Par rapport à une chimiothérapie classique, si vous prenez une centaine de patients qui ont tous un cancer différent et vous prenez quelques cellules de chacune de ces tumeurs et vous allez les exposer à une chimiothérapie, il y a certaines de ces cellules qui vont mourir parce qu'elles sont sensibles à cette chimiothérapie. D'autres cellules vont commencer à mourir et développer des résistances et se mettre à pousser même avec de la chimiothérapie parce qu'elles sont devenues résistantes à ça. Et d'autres cellules vont pas être du tout sensibles à cette chimiothérapie. Ça, c'est la réalité de la variabilité biologique d'une tumeur à l'autre, d'un patient à l'autre. Maintenant, si vous prenez ces mêmes 100 cellules différentes et que vous les exposez à des nanoparticules avec lesquelles vous allez pouvoir générer un phénomène physique, vous allez tuer toutes les cellules sans exception. Parce que la cellule mammifère, en tant que telle, elle n'est pas équipée pour résister à un stimuli physique. Et si on donne suffisamment de doses d'un élément physique, alors on détruit ces cellules. Il n'y a pas de résistance intrinsèque à la physique. Il
Il y a toujours une dose de physique qui va faire que la cellule va mourir. Et c'est en ça que la nanophysique et ce que l'on développe chez Nanobiotics, mais aussi dans d'autres sociétés, peut vraiment changer la donne dans le cancer, puisqu'on amène un mode d'action qui est complètement universel dans le traitement du cancer. On n'est pas limité par une spécificité biologique, ni d'une cellule, ni d'un patient donné. D'accord, ça donne quoi en termes de résultats concrètement aujourd'hui? Ça fonctionne effectivement ou... Alors après beaucoup d'années de développement, on a fait un certain nombre d'essais cliniques et assez récemment, il y a 2 mois, on a fait ce qu'on appelle la première preuve du concept clinique chez l'homme, où on a montré dans un essai randomisé, c'est-à-dire c'est un essai pendant lequel on va comparer le standard de soins du patient par rapport au standard de soins sur lequel on a ajouté notre produit, et on a montré une supériorité de l'utilisation de notre produit par rapport au standard de soins. Et ça dans un cancer assez compliqué qui s'appelle le sarcome des tissus mous. Donc on a fini notre phase 3 et montré les premiers résultats qui sont super positifs. De même que la rencontre des nanotechnologies, de la biologie et de la médecine permet l'émergence de nouveaux traitements, on voit aussi apparaître de nouvelles promesses en croisant les progrès de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des réalités virtuelles et de la génétique. Et est-ce qu'on peut dire qu'on entre vraiment dans une nouvelle ère de la médecine? Et du coup, quels sont les développements en cours les plus fascinants en fait de ce type? On a passé vraiment un seuil depuis quelques années, ou on la continuité? On passe toujours un cap en médecine, et on est toujours dans une nouvelle ère, ce qui est intéressant parce qu'on arrive toujours à soigner de mieux en mieux les gens. Et on a maintenant quand même des choses qui vont fondamentalement changer. Je pense qu'il y a eu une évolution qui là maintenant arrive au bout. C'est que avant on pouvait quasiment avoir toute la connaissance médicale dans un ou quelques cerveaux. Aujourd'hui, la connaissance médicale est tellement large et la connaissance scientifique nécessaire à l'application de la médecine est tellement large que ça peut plus être contenu dans une seule tête, ni dans un groupe de personnes. Donc fini le généraliste. Non, ça veut dire que les généralistes ont toujours une action hyper importante et un rôle hyper important à jouer. Quand on veut diagnostiquer toutes ces maladies qu'on croise tous les jours, le généraliste a un rôle hyper important. Et puis c'est le premier point de contact avec les gens aussi. Et ça, c'est quelque chose de primordial dans la médecine, ce contact qu'on établit avec les patients ou avec les gens. C'est quoi? C'est l'accès à la connaissance alors qui change, ou les nouvelles bases de données C'est quand on traite des maladies complexes. Quand on va à l'hôpital, par exemple, aujourd'hui, quand on est diagnostiqué avec un cancer, on va devoir passer à travers tout un tas de batteries de tests. Des tests biologiques, des tests d'imagerie, des différents tests génétiques, etc. et qui vont amener à un diagnostic qui est de plus en plus complexe. Et derrière, potentiellement, avec un traitement ou des modalités de traitement qui vont être de plus en plus adaptées à ce qu'on a diagnostiqué. Et pour maîtriser tous ces outils, il faut une connaissance absolument énorme, plusieurs compétences. Donc on peut difficilement maintenant se dire qu'une personne ou un groupe de personnes réduit va pouvoir tout gérer. Ça devient un vrai process avec beaucoup de science, beaucoup de technicité et beaucoup de médecine. Et on devient ultra spécialisé dans tout un tas de domaines. L'intelligence artificielle que vous avez citée est en train de révolutionner aussi tout ça, puisque dans un certain nombre de cas, elle a une capacité beaucoup plus large et beaucoup plus exhaustive que ce que peut avoir un cerveau humain ou même un groupe de cerveaux humains. Certains disent en fait que dans quelques années, on va se rendre compte que la médecine qu'on avait jusqu'à maintenant sera vue comme très primitive, justement avec l'accélération de ces nouvelles formes de diagnostic ou de ces traitements ciblés. Quelles sont les promesses en fait qu'on peut, si on se projette à 5-10 ans, par rapport à ce qu'on voit déjà émerger, c'est la fin du cancer, c'est la possibilité à toutes et à tous d'accéder à ces solutions, c'est des diagnostics parfaitement justes à chaque coup. Comment on se projette? On se fait beaucoup de ces sujets. C'est difficile de prévoir ou de prédire l'avenir. Maintenant, même 5 à 10 ans, c'est loin. Ça fait beaucoup de révolutions potentielles. Surtout qu'il y a une accélération, puisqu'on voit... C'est assez clair. Maintenant, à chaque fois qu'on veut développer quelque chose en médecine, ça prend du temps, parce qu'il faut d'abord montrer que ce qu'on développe n'a pas d'impact négatif chez les gens ou chez les patients, avant de pouvoir passer à des phases de test. Donc il n'y a pas de révolution spontanée ou d'apparition spontanée de révolution en médecine. On les voit un petit peu venir. Et pour moi, il y a 2 grands courants qui sont en train de se créer et qui existent quasiment maintenant. C'est un courant qui est vraiment biologique et génétique, où on parle de plus en plus de reprogrammation génétique d'embryons, d'humains, pour soit les réparer quand il y a des problèmes, ou éventuellement même les rendre meilleurs avant leur naissance. On a vu pas mal récemment et l'année dernière d'évolution de premiers embryons chez qui on a fait des modifications génétiques
qui ont permis d'éliminer ou de gommer des problèmes qu'ils avaient avant même leur naissance, et on va de plus en plus vers ça. C'est un courant qui existe et qui est de plus en plus fort. Avec des technologies assez récentes qui permettent vraiment de diminuer le coût aussi de modification. Oui, on arrive de plus en plus à industrialiser toutes ces méthodes biologiques. Et ça, c'est un courant qui est fondamental et qui est en cours. Et il y a un autre courant qui est pas forcément opposé, mais qui vient d'une différente culture, qui est plus celle du cyber, où là, on essaye plutôt de réparer ou d'améliorer l'homme avec des machines qui sont de plus en plus intégrées au corps humain. Et ça peut être des prothèses, mais ça peut être des choses beaucoup plus complexes. On voit des gens qui commencent à développer des interfaces homme-machine pour connecter des cerveaux à des ordinateurs. On a des outils de diagnostic intégrés et embarqués à l'intérieur du corps humain qui sont de plus en plus complexes. Et on a toute la culture physique de l'ingénieur, et de l'autre côté, on a toute la culture biologique. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme, un peu. C'est tout ce mouvement-là qui vise à augmenter l'humain et à augmenter ses capacités, soit via la modification génétique, soit via la tech, justement, qu'on va intégrer. C'est un même mouvement qu'on peut définir via l'homme augmenté, le transhumanisme, ou comment? Enfin, pour moi, le transhumanisme, il existe depuis l'âge des cavernes. Depuis qu'on a essayé de s'améliorer, de faire des choses différentes, on n'a qu'un but, c'est s'améliorer, de vivre plus longtemps, de se reproduire, etc., et de permettre à ces gènes de procréer. Sauf que là, on arrive à une époque où la technique permet, notamment la modification génétique peut faire des choses potentiellement assez impressionnantes, où la technique permet presque de modifier, de penser à une modification de l'espèce, comme certains l'envisagent ou le souhaitent. On en est un peu à ce seuil, non? Pour moi, on l'a dépassé depuis longtemps. À partir du moment où on commence à soigner les gens, on est dans le transhumanisme. Parce que... Ou les vaccins. Que ce soit les vaccins ou Enfin, tricher, non. On essaye de survivre, on essaye de vivre plus longtemps. C'est ce que souhaite, j'imagine, chaque personne sur cette planète. Et il y a vraiment une limite qui est un peu ténue entre le fait on dit, d'un côté on répare, donc on soigne, et de l'autre côté on va augmenter l'homme, donc on passe dans le transhumanisme. Mais pour moi, il y a un continuum. Il n'y a pas de limite ou il n'y a pas de seuil au-delà duquel on décide qu'on est dans le transhumanisme ou on est dans la réparation. Enfin, si vous avez une maladie grave quand vous êtes enfant, si on vous soigne et que vous survivez après cette maladie grave, vous avez la possibilité de vous reproduire et d'avoir des enfants à votre tour. Si on vous avait pas soigné, ça c'était quelque chose d'assez impossible. Donc, où est-ce qu'est la limite entre augmenter l'homme ou réparer l'homme? Ou quand vous avez certaines maladies génétiques, quand on commence à reprogrammer ces maladies ou reprogrammer l'ADN lié à ça, où est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on s'arrête à la moyenne de l'humanité? Est-ce qu'on s'arrête au plus bas? Ou est-ce qu'on s'arrête au meilleur des gènes qu'on va trouver dans la réparation de cette maladie génétique? Qu'est-ce qui fait peur alors justement à certains dans ces nouvelles possibilités, quand même? Par exemple, si on prend les technologies qui permettent de s'augmenter ou soit la modification génétique, c'est quoi? C'est que tout le monde n'y aurait pas accès, on crée des inégalités par rapport à justement l'accès à la modification. Certains seront modifiés génétiquement, comme on voit dans Bienvenue à Gattaca, ou des scénarios comme ça de science-fiction, ou c'est le fait qu'en fait on sait pas dans quoi on met les pieds en fait. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs dedans. De base, l'innovation fait peur. Quand on est humain, et ça fait partie de ce qui nous a permis de survivre aussi longtemps aussi, c'est que quand on connaît pas quelque chose, on est méfiant parce qu'on se demande si ça va être bon ou négatif. Et quand on était à l'âge des cavernes, si on voit un nouvel animal devant nous, si on le connaît pas, on va d'abord se poser la question, est-ce qu'il est méchant ou gentil avant de s'en approcher, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on a la même approche vis-à-vis de la science, vis-à-vis de la technologie. Tout ce qui est nouveau pose des questions. Et ces questions, elles sont bonnes. Faut se poser ces questions pour avancer. Ça fait partie du sujet. Maintenant, on y est déjà, quoi. Le sujet, il est pas là. Et quand on parlait d'inégalité d'accès à cette technologie et autres, il y a toujours eu une inégalité d'accès à la technologie ou à la médecine. Elle existe déjà aujourd'hui, elle existait avant. Et le sujet, il est pas lié à l'innovation. Le sujet, il est lié à la société. Et comment est-ce qu'on répartit nos richesses, ou comment est-ce qu'on répartit la façon de soigner les gens. Ça n'a rien à voir avec l'innovation. L'innovation, elle est là pour aider, les gens les utilisent ou pas, ou les utilisent bien ou mal. C'est un autre sujet. Maintenant, ce qui fait peur, je pense, c'est vraiment que on sait pas jusqu'où ça va aller. Et chaque fois qu'on a cette notion d'infini, ça peut faire peur à certaines personnes. Certains disent que l'homme qui vivra 200 ans, 300 ans est déjà né. On pensait qu'on y est ou? Ouais, pourquoi pas, ouais. Peut-être même plus longtemps. D'accord.
parce que on va être capable justement de soigner la mort, enfin d'empêcher les cellules de vieillir, ou de soigner les cancers, ou de modifier. De façon générale, la façon la plus efficace de vivre longtemps, c'est d'empêcher que les problèmes apparaissent. Une fois que les problèmes apparaissent, on a toujours un dérèglement qui arrive et il faut soigner les gens. Je pense que la prévention, dans tous les sens du terme, c'est ce qu'il y a de mieux pour vivre très longtemps. On peut parler de prévention quand on va éviter le diabète, par exemple, mais on pourrait remonter à ça et faire de la prévention en faisant de la reprogrammation génétique pour prévenir un certain nombre de maladies génétiques ou liées à des gènes d'apparaître. En faisant ça, on travaille à l'origine et donc on augmente les chances en général de survie des gens. Après, mieux soigner les gens permet aussi de vivre plus longtemps. Mais on a déjà passé un cap une fois qu'on est malade. Comment s'organisent les débats éthiques justement autour de ces questions aujourd'hui? Enfin, est-ce qu'ils existent au niveau international? Est-ce que chaque pays un peu fait comme il veut sur justement les modifications génétiques? C'est le Far West? Disons, comme pour toute innovation, il y a toujours des mélanges entre les questions éthiques, les questions politiques, les questions de suprématie industrielle. Il y a toujours toutes ces questions qui s'entrechoquent, mais et au final l'innovation trouve son chemin. Si elle a une utilité, les gens vont l'utiliser pour faire le bien et des fois le mal. Je pense pour ma part que quand on crée, il faut éliminer la question de l'éthique. Quand on pense, il faut être libre. Il faut tout explorer sans limite. Après, quand on développe des produits et quand on veut faire des utilisations de notre pensée scientifique et autres, c'est là où il faut faire intervenir les questions d'éthique et voir comment ces produits peuvent être utilisés et comment est-ce qu'on va les déployer à l'intérieur d'un système de santé, par exemple. Donc là, aujourd'hui, techniquement, en fait, on arrive à maturité sur ces outils qui donc c'est plus la science-fiction, qui nous permettent d'imaginer quelqu'un qui va vivre plusieurs centaines d'années, ou quelqu'un qui va jamais tomber malade, ou qui va et on n'est pas loin finalement des premières naissances d'hommes génétiquement modifiés. Je crois qu'en Chine, ils sont déjà à faire ils s'autorisent d'aller un peu plus loin que nous sur ces sujets-là. Alors, il y a déjà des enfants qui sont nés et qui génétiquement modifiés. C'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, on n'y est pas encore, quoi. D'avoir des gens qui vivent 500 ans, 1000 ans, on n'a pas encore toute la technologie pour le faire. Enfin, disons qu'on a peut-être la technologie pour le faire, mais on n'a pas la compréhension, si on pense à la génétique par exemple, de tous les gènes qui vont nous permettre de faire ça. Est-ce qu'on se trompe pas de priorité en fait? C'est-à-dire on a encore beaucoup de problèmes à régler sur l'accessibilité à la médecine pour tous, sur l'élimination de certaines maladies qui sont encore des pandémies dans certains coins reculés ou certains coins moins développés que d'autres dans le monde. Et à côté de ça, on va investir sur des technologies qui vont permettre à certains d'abord de vivre beaucoup plus longtemps que d'autres, pendant qu'on n'a pas résolu en fait des problèmes qui sont beaucoup plus anciens en fait. Et c'est pareil sur la tech ou ce qu'on voit dans la Silicon Valley. C'est-à-dire que je vois le nombre de startups qui travaillent sur des sujets qui peuvent paraître un peu insignifiants par rapport aux enjeux de l'époque. C'est-à-dire qu'on va mettre plus d'argent sur le développement de jeux vidéo ou d'applis de rencontres que sur la recherche contre le sida, par exemple. Comment ça se passe en médecine? On sent aussi ce problème dans la manière d'allouer justement les moyens ou C'est pas une question simple. Parce que elle est pas liée qu'à la médecine, elle est pas liée qu'à la science, elle est liée encore une fois à l'humanité. Et à comment l'humanité s'est développée au fur et à mesure du temps, où sont les priorités des différents pays, comment les gens sont construits d'un point de vue culturel, quelle place on laisse à la médecine ou à la santé par rapport au reste. Il y a pas d'explication unique ou de solution à ce sujet. C'est vrai qu'il y a des inégalités, elles sont criantes, quoi. Elles ont toujours existé et je pense qu'elles vont perdurer un certain temps. Mais je me pose la question justement sur l'orientation de la recherche. C'est-à-dire, est-ce que dans la médecine, on met plus d'argent sur la recherche et développement là où il va y avoir un marché concrètement, ou est-ce qu'on arrive à prioriser ça de manière différente et aller là investir là où il y a le plus d'utilité entre guillemets? Où ça se passe comme ailleurs, en fait. S'il n'y a pas de marché, souvent c'est compliqué de développer un produit. Vu les coûts de développement, les États, en tant que tels, peuvent pas faire face au développement de certains médicaments ou de certains produits de santé si derrière il n'y a pas de possibilité de faire un peu d'argent avec, parce que cet argent qui va être fait va permettre de redévelopper d'autres produits.
Se dire qu'on va attaquer n'importe quelle maladie et qu'on va trouver des financements pour attaquer n'importe quelle maladie, c'est un petit peu une vision utopique du sujet. Ça veut pas dire qu'on peut pas traiter chaque maladie. Je pense qu'on pourrait travailler sur beaucoup de maladies, mais si on n'arrive pas à avoir quelque chose qui soit sustainable dans le temps, quoi, c'est compliqué sans développement industriel de développer des produits de santé. Et c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique travaille et développe tous ces produits. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas donner un accès plus facile à plus de monde? Ça, c'est évident qu'il y a des choses qui ne sont pas faites qui pourraient aider, quoi. Est-ce qu'il y a des risques par rapport à ces technologies, notamment la nanotechnologie, nanomédecine, qu'on voit déjà apparaître ou qui sont testés et qui font que le développement est ralenti? Disons, toute innovation a une part de risque, avant qu'on l'ait étudiée. Tout l'idée de la médecine, c'est quand on amène une innovation, c'est de dérisquer un produit ou de connaître les risques et d'évaluer aussi les bénéfices pour peser ce qu'on appelle le bénéfice par rapport au risque. Et quand on a une balance qui est favorable, alors on peut commencer à développer et à commercialiser ce type de produit. Ce qui est marrant, c'est qu'on dit est-ce que les nanotechnologies c'est dangereux, etc. Alors que toutes les premières nanotechnologies qui ont été développées en médecine, c'était essentiellement pour réduire la toxicité des produits existants et augmenter leur efficacité. Donc pour résoudre ou augmenter ce ratio de bénéfice-risque pour les patients. Donc c'est plutôt l'inverse. Maintenant, est-ce qu'il y a des nanoparticules qui sont dangereuses? Oui, c'est sûr. Mais comme n'importe quelle molécule chimique, est-ce qu'il y a des nanoparticules qui sont pas dangereuses? Oui aussi. On peut pas classifier une technologie aussi large en disant est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, est-ce qu'il y a des risques, pas de risques. Dans tout ce qu'on fait, il y a des risques. Sur certains aspects, il y aura zéro risque et d'autres aspects, beaucoup de risques. C'est vraiment dépendant des objets qu'on développe et aussi dépendant de l'utilisation qu'on en fait. Si vous êtes familier avec le scénario Grégou lié aux nanotechnologies, qui est en fait, je sais plus quand ça avait été développé, mais il y a déjà pas mal de temps, l'apparition justement des premiers robots nanotech, qui est sur, c'est un scénario en fait un peu de fin du monde où une technologie se réplique elle-même à l'infini et utilise toute la biomasse. C'est quelque chose qui est du domaine de la science-fiction, ça, où il peut y avoir des dérives comme ça avec ces technologies-là, alors peut-être pas de la nanomédecine, mais où on perd un peu le contrôle sur ces technologies qui nous dépassent. Enfin, au niveau de la nanotechnologie, aujourd'hui, on est bien loin de pouvoir fabriquer ces nano ou micro-objets qui vont s'auto-répliquer, et c'est plutôt du fantasme plus que de la réalité, quoi. Et je pense pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de ce type d'objet pour fabriquer des produits qui marchent et qui sont utiles à l'homme. Est-ce qu'on pourra y arriver un jour? Peut-être, mais ça me paraît très complexe pour pas grand-chose, quoi. En tout cas aujourd'hui, quoi. Vous avez combien d'employés aujourd'hui? Ça reste à peu près une centaine. Une taille modeste, oui. Quelles sont les difficultés en fait par rapport à l'innovation, donc dans le contexte de la médecine, mais si on peut appliquer ça à pas mal de champs. Vous êtes un peu c'est le deuxième entrepreneur en fait que je reçois sur ce podcast, donc je suis curieux d'avoir le point de vue sur la manière dont fonctionne l'innovation aujourd'hui et les défis qu'il peut y avoir par rapport à ça. Ils sont quoi? Ils sont financiers? Ils sont où ils sont ailleurs? Enfin, il y a toujours plein de défis quand on développe quelque chose de nouveau. Mais au final, je pense que c'est aussi compliqué de développer une start-up de biotech qu'une boulangerie. On n'a que 24 heures par jour. Quand on a des problèmes, ils sont les plus importants pour nous. Donc, je pense qu'il y a un truc qu'on essaye de faire, c'est d'aller sur des innovations de rupture. Pourquoi? Pour être sûr que quand on passe tout ce temps, toute cette énergie à bosser, on arrive à des solutions que personne d'autre ne va avoir. Si on fait que copier ce qui existe ou faire des améliorations de ce qui existe, on doit dépenser la même quantité d'énergie pour finalement faire un petit peu mieux que ce que les autres font déjà. Donc le gap créé par l'énergie dépensée est pas très très important. Alors que si on se place sur des technologies complètement différentes, là on a une vraie chance d'amener des solutions complètement nouvelles qui vont bénéficier à plein de gens et qui vont aussi être avec un plus grand succès financier au final pour nos actionnaires. Vous avez beaucoup de concurrents là sur le marché, c'est un domaine qui croît énormément là, tout ce qui est nanomédecine ou... Oui, nanomédecine, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps maintenant, même si c'est relativement récent. Maintenant, la nanophysique appliquée à la santé, il y en a beaucoup moins, et on fait vraiment partie de ces pionniers dans le monde qui ont lancé tout le mouvement. Je voudrais élargir un petit peu à d'autres sujets, parce que je pense qu'il y a vous avez une vision de l'avenir aussi qui m'intéresse, c'est aussi pour ça qu'on se rencontre.
c'est une question que je pose à pas mal d'invités. Qu'est-ce qu'on ne voit pas venir en fait? Est-ce que vous pouvez, quand vous projetez à 20 ans, est-ce qu'il y a un signal faible qui fait un peu bouger l'onde du sismographe et dont on parle pas assez et qui peut avoir un impact important sur le monde et sur la vie des gens de manière large? Il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, quoi. Et dans ce qu'on sait, on voit déjà les choses arriver qui ont l'air absolument hallucinantes, comme tout ce qui est quantum computing et ce genre de choses va, je pense, fondamentalement révolutionner quantique, l'humanité. Mais pour moi, c'est une petite révolution, même si elle est gigantesque par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, par rapport à ce qui va arriver et qu'on ne sait pas. Il y a tout un tas d'apparitions spontanées et de darwinisme dans la science et dans la découverte qui fait qu'on arrive toujours, souvent dans le cerveau de quelques personnes ou d'une personne de façon spontanée, à générer des idées qui sont complètement révolutionnaires et qui vont changer fondamentalement l'humanité. Et on en voit de plus en plus arriver. Donc aujourd'hui, évidemment, quand on commence à suivre ces signaux qui sont même plus des signaux faibles, enfin l'informatique quantique, tout ça, on voit tout ça arriver, ou l'intelligence artificielle, pour moi, c'est déjà là. C'est plus de la révolution future, c'est en route. En revanche, il y a tout un tas d'autres choses qui vont apparaître, qu'on connaît même pas aujourd'hui et qui dans les 10 ans vont nous faire waouh. Personne n'avait vu venir Internet dans les années 80. Quand on demande aux prospectivistes, c'était un peu le problème. On se trompe toujours un peu sur l'avenir, mais il y a... C'est quelque chose qui m'interpelle parce que dans ce podcast, on a reçu beaucoup d'invités qui ont une vision assez noire en fait de l'avenir, notamment du fait de la limite des ressources, de la finitude de la planète, de la problématique écologique, changement climatique, etc. Et j'ai encore finalement été assez peu sur le côté tech et les solutions scientifiques potentielles à ces problèmes. Comment vous voyez les choses? C'est plutôt du côté des qu'on appelle technosolutionnistes, c'est-à-dire qu'on va, même si on ne sait pas encore comment, on va réussir à trouver des solutions scientifiques à ces problèmes-là, ou finalement on arrive à une époque où on risque de voir les limites de la science, notre capacité en tout cas à orienter la science vers les bons sujets, qui fait que ça risque de moins bien se passer que prévu dans les scénarios de science-fiction positifs. Ouais, enfin je pense que l'humanité a toujours, d'une façon ou d'une autre, pas toujours, mais souvent, ou en tout cas sur la somme de ce que l'humanité a fait des choses qui sont utiles à l'humanité. Enfin, c'est un peu la nature humaine de pouvoir survivre. Donc, on trouvera des solutions à ces problèmes. Est-ce qu'on a des solutions pour tous les problèmes aujourd'hui? Je crois pas, parce que je pense que déjà certains problèmes, on les comprend à peine. Donc, c'est compliqué d'imaginer des solutions pour un problème qu'on connaît pas bien. Mais enfin, moi, j'ai une vision super positive du futur. Il y a pas de raison, quand on regarde les faits, quand on regarde le passé et le présent. Aujourd'hui, pour beaucoup de monde, la vie est meilleure que ce qu'elle était il y a 300 ans, ou il y a 400 ans, ou il y a 2 millions d'années, quoi. Encore une fois, il y a ça, mais on peut aussi dire qu'on arrive justement à une espèce de plateau, c'est-à-dire sur beaucoup de sujets, c'est-à-dire qu'il y a une courbe d'amélioration qui a été assez large, et effectivement on peut citer énormément de statistiques liées à l'amélioration au nombre de gens qui sont sortis de la pauvreté en Chine et dans d'autres pays, à l'amélioration du niveau de vie moyen. Mais pour beaucoup, finalement, on arrive à un plateau du fait justement de la limite de l'énergie disponible, de la limite des ressources, et éventuellement demain, je sais pas, de la limite des financements disponibles, qui fait que tout ça pourrait ralentir. Ça, c'est pas quelque chose que vous envisagez dans... Si, il y a des ressources limitées sur notre planète, mais je pense qu'on va apprendre potentiellement à les utiliser différemment. Après, les ressources de financement, l'argent c'est quelque chose de virtuel, donc il y a qu'à faire marcher la planche à billets d'une façon ou d'une autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est de manière concrète. Ce qui est clair, c'est qu'on vit dans une planète qui est finie. Enfin, c'est un environnement fini. Et on peut pas continuer à se développer de manière infinie en termes de nombre d'humains sur cette planète. Donc il va falloir trouver des solutions pour avoir mais si on fait tout le monde 200 ans, du coup, ça devient encore plus compliqué. Ouais, donc imaginez 500 ans. Donc pas tout le monde, du coup. Faudra faire des choix. Si vous ne faisiez pas ce que vous faites aujourd'hui, avec l'idée un peu de vaincre le cancer, qu'est-ce que vous feriez? C'est quoi l'autre sujet que vous trouvez le plus passionnant justement dans la science ou dans la manière dont le monde évolue? Ce que je trouve vraiment intéressant, moi, c'est la conquête de l'univers, parce que c'est pour moi une limite qui est hyper importante pour l'humanité, de pouvoir envoyer l'humanité dans l'espace.
quand je parle de l'espace, je pense qu'on peut aller bien plus loin que Mars, même si c'est compliqué à imaginer aujourd'hui. Mais pour moi, c'est la vraie prochaine grande étape de l'humanité, c'est la conquête de l'univers d'une façon ou d'une autre. Façon interstellaire. Ouais, c'est une vision un peu simplifiée du sujet. Sortir l'homme du vaisseau Terre, justement, en gros. Là. Aller voir ce qu'il y a plus loin. Mais à un moment donné, ça va faire partie des solutions qu'il faut envisager si on veut garantir la survie de l'espèce humaine. Parce que justement la Terre est trop petite pour 10 milliards d'humains ou... Bon, il y a une question de nombre, c'est évident, mais fini pour le coup, comme on vient de dire. Ouais. Mais aussi une question probabilistique qui est qu'à un moment donné, de façon certaine, notre système solaire va disparaître, mais ça, on a un peu de temps avant ça. Et puis on n'est jamais à l'abri de se prendre un météorite d'une façon ou d'une autre. Comment vous voyez le monde dans 10-20 ans ? Du coup, moi je comprends qu'il y a une vision très positive, mais c'est quoi ? La science nous promet une espèce de progrès éternel ou justement il peut y avoir un arrêt par rapport à ça ? Parce qu'il y a eu aussi des phases de descente dans notre histoire, mais avec des progrès qui ont été arrêtés et des périodes un peu plus sombres. Là, pour le coup, le 21e siècle va être vraiment... toujours scientifique et on va pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Bah, si on voit tout ce qui a été fait par décennies ces dernières 50 années, c'est absolument fabuleux. Je sais pas ce qu'il y aura dans 10 ans. Je peux pas vous répondre parce que ça me paraît tellement loin de 10 ans. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit, comme je disais justement, ce qui s'applique à la médecine, c'est qu'on voit beaucoup de passerelles en fait entre les différentes disciplines qui fait que ça devient très compliqué effectivement d'imaginer par exemple l'impact que peut avoir le développement de l'intelligence artificielle sur la médecine. Il y a des choses qu'on n'imaginait pas forcément il y a quelques années et c'est peut-être ça qui peut nous permettre de rester un peu positif sur l'évolution des choses. C'est complexe, mais c'est aussi une des plus grandes sources de richesse pour moi. Si on reste de façon monolithique dans sa science et qu'on creuse dans la science qu'on connaît, on connaît de moins en moins de choses puisqu'on creuse de plus en plus profond et donc on dépense de l'énergie pour découvrir des petites choses. Si on commence à croiser les sciences et les technologies, c'est là aux interfaces qu'on peut trouver des pans d'applications complètement nouveaux. Et c'est ce qu'on a fait chez Nano par exemple en combinant la nanotechnologie à la biologie où on a pu découvrir tout un tas de nouvelles applications de ces technos. Et on voit de plus en plus d'approches transdisciplinaires et je pense que c'est vraiment un des axes qu'il faut favoriser. Comment ça fonctionne concrètement ? Parce que du coup, comme c'est de plus en plus complexe et que plus personne finalement ne peut être vraiment généraliste, comment ça se passe ? C'est de faire venir des gens d'autres disciplines pour réfléchir de manière créative à la solution au problème. Ouais, de façon très simple, vous prenez une dizaine d'experts qui travaillent sur des domaines complètement différents, vous les croisez, vous les mettez ensemble pour qu'ils réfléchissent à comment est-ce qu'on peut interfacer les différentes disciplines. Même si on connaît pas forcément la discipline de l'autre, c'est... Ouais, si les gens sont ouverts, ça marche plutôt bien même. Et c'est ce qui manquait, je pense, à la science il y a quelque temps, avant les années 2000, c'est que c'était assez quand même chacun dans sa discipline à essayer de creuser et de pousser. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de fertilisation entre les différents domaines scientifiques. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel. Comment on se prépare à ça, du coup ? C'est aussi ma quête individuelle au travers de ce podcast, comme j'expliquais plus tôt. C'est individuellement ou collectivement, comment on se prépare à ce qui est en train d'émerger ? Collectivement, je pense qu'il faut apprendre à être flexible et absorber le changement. Ça, au niveau des organisations, au niveau des États, au niveau du business, il faut pas imaginer que l'avenir sera linéaire. C'est quelque chose d'assez certain. Et plutôt que d'essayer de prévoir l'avenir, il faut apprendre à être flexible et à s'adapter. Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc tous les industriels ou tous les groupements industriels qui essaient de prévoir ce qui va se passer dans 15 ans pour commencer à s'adapter sur ce qui va apparaître dans 15 ans, pour moi, c'est pas la bonne approche. Ça veut pas dire qu'elle est pas utile, mais on perd beaucoup d'énergie à faire ça. Alors que d'apprendre à être flexible et d'absorber les choses quand elles arrivent, c'est pour moi beaucoup plus efficace en termes d'approche. Donc c'est se réorganiser collectivement et individuellement, revoir peut-être un peu ça, la manière dont on voit le monde, dont on se forme pour être agile en gros. C'est ça. Puis individuellement, il faut accepter qu'on ne puisse pas tout maîtriser et tout connaître. Et accepter qu'il y a une grande partie de ce qui va nous arriver demain qui est en dehors de notre sphère de connaissances d'aujourd'hui. Ok. Un livre
qui vous a inspiré récemment et qui peut nous faire réfléchir sur ces questions-là ou J'ai plein de livres que j'aime bien. Il y en a un que j'adore en tant qu'entrepreneur parce que je l'ai lu avant et je l'ai relu il y a quelques temps et je me suis dit à peu près tout ce qu'il y a dedans m'est arrivé ou en tout cas m'aurait été utile si je l'avais lu un peu plus au départ. C'est un bouquin qui s'appelle Zero to IPO. Qui est vraiment intéressant, je trouve, puisque c'est pas du bullshit, c'est des concepts avec des exemples concrets, et tout ce qu'il y a dedans est hyper pratique et hyper réel, tout ce qui peut arriver à un entrepreneur qui crée sa société de zéro jusqu'à l'introduction en bourse ou jusqu'à la revente d'une société, beaucoup de choses qu'il faut faire, beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire, et j'aime bien ces approches. J'ai une question par rapport à ça, c'est peut-être on peut finir là-dessus justement sur la notion de changement d'échelle ou de changement de dimension quand on introduit en bourse, et notamment sur la gestion qu'il peut y avoir, la difficulté qu'il peut y avoir à gérer entre le court-termisme de cours de bourse et l'aspect un peu plus long terme qui est nécessaire au développement d'un business comme ça. Comment on gère ça justement, et est-ce que ça a un impact sur la manière dont on innove et sur les priorités? Enfin, le monde devient court-termiste. Je pense. Même en tant qu'individu, on veut des résultats tout de suite, on veut obtenir les choses que l'on veut tout de suite. Ça fait partie de nos caprices d'enfants qu'on essaye de faire perdurer quand on devient adulte. Et maintenant, la technologie, le business, tout ça nous permet d'avoir l'illusion que ça peut arriver. Et en bourse, c'est pareil, comme dans les autres domaines, on voudrait toujours que les choses arrivent plus vite. C'est clair que ça crée une pression. Et une pression qui souvent est pas compatible avec le temps de développement d'un médicament ou d'un produit de santé. Donc pour gérer ça, il faut essayer de communiquer du mieux possible, expliquer où sont les risques, où sont les donc c'est remettre du long terme systématiquement dans la conversation et dans le... Ouais, enfin c'est toujours compliqué et notamment vis-à-vis des gens qui sont pas du métier, d'expliquer quels sont les véritables risques-bénéfices de ce que l'on fait et du temps et des incertitudes qu'il y a associées à ça. Donc je pense que la communication, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans cette question-là, mais aussi dans beaucoup d'autres questions, quoi. Ok. Merci beaucoup, Laurent. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.